donc là dans le domaine cognitif, donc mon domaine, moi je suis neuropsychologue, donc mon domaine c'est la cognition. Est-ce que c'est la cognition ou pas? Cognition, comportement. C'est en fait c'est les fonctions intellectuelles, mémoire, travail, mémoire à long terme, donc mémoire à court terme. Euh, vous avez aussi le langage, vous avez l'attention et d'autres fonctions. Le but de la neuropsychologie, c'est d'établir un lien entre un dysfonctionnement de ces régions et un dysfonctionnement du cerveau. D'accord? C'est faire le lien direct entre ces fonctions-là et le cerveau. Donc, sachant que le cerveau est utilisé à 80-90% par la cognition, forcément c'est voilà, c'est une question sur laquelle on a pu se pencher. En fait, c'est tout ça, les 10%, tout ça, bien sûr, vous l'avez compris, c'est un mythe. Hein. On n'utilise pas que 10% de notre cerveau, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible et c'est un peu crétin d'ailleurs de penser ça. C'est-à-dire que, en fait, le cerveau fonctionne de manière spécialisée. D'accord? Vous n'avez pas de régions spécifiques qui vont donner, qui vont être utilisées pour des fonctions spécifiques, vous avez plutôt des boucles. D'accord, des boucles d'association, en fait, de réseaux, en fait, de réseaux neuronaux qui vont assurer certaines fonctions. Donc vous avez les capacités de stockage en mémoire à long terme qui sont assurées par une boucle qu'on appelle par exemple le circuit de Papez, hein, qui contient notamment les fameux hippocampes, dont on entend parler dans le cadre notamment de la maladie d'Alzheimer. Vous avez aussi les boucles qui relient les régions très antérieures du cerveau, le cortex préfrontal, les régions centrales, les centraux et les régions postérieures, les hémisphères cérébraux. Et on appelle ça les boucles sous-cortico-frontales, hein, qui assurent des fonctions, notamment des fonctions exécutives, etc. Donc vous voyez qu'en fait, différentes régions dans le cerveau, différentes boucles vont assurer le fonctionnement de fonctions spécifiques. Donc c'est-à-dire que le cerveau va fonctionner de manière spécialisée. Mais attention, le cerveau ne fonctionne pas de manière clivée. Donc ça veut dire que vous avez, oui, certes des boucles spécifiques pour des fonctions spécifiques, mais pour une tâche donnée, vous allez impliquer beaucoup de ces fonctions-là. Donc du coup, vous allez impliquer un fonctionnement en synergie de l'ensemble de ces réseaux. Mais pour une tâche langagière, par exemple, forcément qu'il y a des régions assez spécifiques qui vont s'allumer plus que d'autres. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez des régions qui vont s'allumer plus que d'autres, qui pourront représenter un pourcentage, peut-être 10%, 20%, 30% de votre cerveau, mais ça n'empêche pas les autres de s'activer. C'est-à-dire que pour des tâches données, vous allez forcément impliquer des structures cérébrales plus spécifiques, mais il n'empêche que vous allez quand même activer les autres. Et donc c'est ce qui peut expliquer cette erreur qu'on a fait en pensant qu'on utilisait 10% de notre cerveau, avec tous ces fantasmes sur la télékinésie, etc. Ouais. Voilà, c'est... Alors peut-être que dans 100 ans, on va découvrir qu'on peut faire plus de choses avec notre cerveau, potentiellement, moi je dis pas le contraire, mais le fait est qu'on en fait déjà pas mal, et que le cerveau est une machine très complexe et très perfectionnée. Voilà. Et ce serait très réducteur de penser qu'on n'utilise que 10% de cette machine complexe. Je vous mets la tête dans une IRM fonctionnelle, je vous assure que pour le mot rose, vous allez voir tout votre cerveau qui s'allume. Et pas 10% seulement de votre cerveau qui s'allume. Ouais. D'accord? Simplement parce que voilà, pour obtenir l'activation de régions d'intérêt, il faut faire des soustractions d'images. Vous prenez une IRM fonctionnelle, vous voyez une image, on vous montre une image, bah, quasiment toutes les régions de votre cerveau vont s'allumer, et c'est seulement en soustrayant les images qu'on va retrouver la plus intense. Vous voyez, donc c'est pas si facile que ça. Donc, déjà, pour une image donnée, il y a plein de choses qui s'allument. Donc non, on n'utilise pas que 10% de notre cerveau. Le cerveau, il va avoir des régions spécifiques, je vous l'ai dit, les régions visuelles primaires, les régions auditives primaires, les régions somatosensiorielles, motrices, etc. Et il se peut que dans certains cas, en cas de handicap, eh bien, certaines régions ne s'allument pas, simplement parce que vous n'avez pas, par exemple, sur le handicap visuel, sur la cécité, vous n'avez pas d'information visuelle qui arrive. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, les régions qui assurent l'activité d'autres sens, par exemple l'audition, vont recruter ces régions postérieures, donc régions potentiellement entre guillemets inactives, de manière à les utiliser à leur fin. C'est-à-dire que vous allez donc avoir plus de structures cérébrales pour un même sens, pour un sens, donc chez un aveugle que chez quelqu'un qui n'a pas de cécité, qui va rendre l'audition forcément plus fine dans l'analyse. D'accord? Pour ce qui est des autistes maintenant, alors c'est intéressant les autistes parce que on va parler donc des autistes dans le sens classique du terme. Vous avez, quand il naît, vous pouvez détecter déjà des signes. C'est l'enfant, pour que son cerveau se développe normalement, il va avoir il y a deux facteurs qui font qu'il va se développer. Et au niveau biologique, au niveau anatomique, au niveau neuronal, des capacités de plasticité cérébrale extraordinaires.
pendant une période qu'on appelle la période critique qui va de 0 à 6-7 ans, ce qui fait que pendant ce temps-là, donc pendant cette période critique, le cerveau de l'enfant va être très plastique, il va connecter à tout va, il va associer très rapidement, donc son cerveau va se développer très vite. Il va également apprendre de l'environnement tout ce qui est interaction sociale, forcément. Donc tout ça, en fait, il va, notamment, c'est des exemples, hein, il va aller puiser de l'environnement, ce qui va lui permettre d'avoir des acquisitions et de pouvoir se développer normalement. Or, l'autiste, en fait, le problème, c'est qu'il ne développe pas ça. Tout de suite, dès très tôt, on a un évitement du regard. L'enfant fonctionne un peu en autarcie, dû notamment à une présence trop nombreuse et un fonctionnement en autarcie du cortex préfrontal, une présence trop nombreuse de neurones à cause d'un défaut de destruction naturelle des neurones, ce qui fait qu'on n'a pas suffisamment de connexions qui vont vers ce cortex préfrontal. En revanche, tout ce qui va bien se développer, c'est tout ce qui va pouvoir développer un peu tout ça. Notamment tout ce qui a trait à l'hémisphère droit. C'est-à-dire des fonctions notamment visio-spatiales. C'est vrai, j'ai besoin de personne pour pouvoir voir tout ce qui se passe dans mon environnement. D'accord. Donc c'est pour ça que vous avez l'exemple, vous avez vu ce passé d'autiste qui survole New York en hélicoptère, et ensuite qui est capable de redessiner à la fenêtre près des buildings qu'il a vus. Et vous avez quelque chose de très intéressant, c'est que malgré ses facultés extraordinaires, il ne serait pas foutu de commander une pizza. Donc on peut dire qu'il a des capacités extraordinaires, c'est vrai, mais ils ne sont pas fichus de faire des choses qu'on nous on trouve extrêmement simples. Ce qui est intéressant avec cet adolescent, c'est qu'ils l'ont suivi, donc il a bénéficié d'une rééducation, et ils ont fait le comparatif des années plus tard plutôt, et ils se sont rendus compte qu'au fur et à mesure où il développait de bonnes capacités d'interaction sociale, il était de moins en moins efficient sur le plan de la reproduction visio-spatiale ou visio-constructive. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau n'aime pas le vide, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont allouer l'ensemble de leurs ressources cognitives aux fonctions qui se développent, et forcément, grâce, entre guillemets, à l'absence de développement d'autres fonctions. Et vous allez avoir un fonctionnement cognitif qui va fonctionner en plein régime, non pas sur, imaginons, 5 fonctions, mais sur 2 fonctions. En fait, les neurones communiquent entre eux, grâce au fonctionnement électrique, bien sûr, et à la libération et à la captation de neurotransmetteurs. D'accord? Donc, imaginons que moi je suis un neurone, d'accord? Mon corps est un neurone. Je vais envoyer mes informations via un bras, mon bras. Donc le bras qui envoie les informations, ce qu'on appelle l'axone. D'accord? C'est par là, dans l'axone, vont transiter donc justement ces fameux neurotransmetteurs, ces messagers chimiques, voilà. Et je vais les libérer par ma main. Et un autre copain neurone, vous, tendez le bras, si, voilà, on ne se touche pas. On est au niveau d'un espace d'échange qu'on appelle la fente synaptique. D'accord? Et donc moi j'ai envoyé les neurotransmetteurs qui vont être captés par vous des extrémités d'un bras qui reçoit qu'on appelle les synapses. D'accord? Et c'est comme ça que vont communiquer nos neurones. D'accord? Donc un neurone va envoyer les neurones vont envoyer une information à d'autres neurones, et donc dans des régions spécifiques, des régions d'intérêt qui permettent aux fonctions finalement de fonctionnement très bien.